Luxure. Je suis assis dans mon appartement de l'allée Karl Marx, en plein cœur de l'ancienne partie socialiste de Berlin, à l'est. Il se trouve au 3e étage, cet appartement, en plein centre de cette immense avenue triomphante qui se voulait triomphante, un fleuron des années 1950 dans la nouvelle Allemagne stalinienne. Cet appartement, je le tiens de mes parents. Enfin, je l'ai racheté à l'État qu'il avait placé dans les mains de mon père, et maintenant il m'appartient. Ce qui a changé après la dernière décennie du siècle, et plus encore dans les années 2000, pour moi Egon, catholique par ma mère, et on me surnomme souvent Egon le Béat, mais intensément érectile, comme ces plantes sensitives du bord de nos rivières qui projettent leurs grainettes au moindre contact, Ce n'est pas que les femmes soient plus belles qu'avant, oh que non, mais qu'elles sont plus sophistiquées et souvent vêtues, même pour faire leurs emplettes, comme si elles allaient se produire dans un show sur une grande scène où elles exhiberaient leurs détails les plus avantageux. Pensez donc, même les Allemandes aujourd'hui. Je ne parle évidemment pas des nombreuses autres femmes qui passent par là, les Italiennes, les Françaises. Pour ce qui est des femmes d'Europe centrale ou orientale, on passe dans une sorte de monde parallèle, dans la 36e dimension. Elles se montrent d'ailleurs si provocantes qu'elles entraînent chez moi un mouvement de fuite dès leur apparition. Ce que je viens de dire vaut pour l'ensemble de mon allée, beaucoup plus fréquentée à ses extrémités qu'en son centre. Mais moi, j'habite au centre. Juste en face de chez moi, un antiquaire occupe un vaste local qui couvre presque tout mon champ visuel. Il l'occupe depuis très très longtemps. Et de manière assez surprenante en Allemagne socialiste, à peu près comme pour moi, le père l'a passé à son fils, maintenant âgé de presque 50 ans. Il n'a jamais accepté d'exercer une autre profession plus en vogue, plus en phase avec un avenir promis glorieux qu'avec un passé officiellement détesté. Ce magasin d'antiquités a donc traversé toutes les décennies communistes, toléré, bien que détesté et méprisé par les autorités et les membres du parti, dont beaucoup habitent souvent tout près. On sait que l'allée était quasi réservée à la nomenclatura, malgré l'éclaironnement des dirigeants. Je le sais bien, moi, pourtant, que ces gens à complet gris aimaient y fureter et souvent s'approvisionner en pièces anciennes, en meubles français Louis-Philippe, en chandeliers du XVIIe siècle, ou pour ceux qui aimaient mieux le kitsch, en services entiers de vaisselle Biedermeier, ou encore en imitation involontairement drôle des scènes pseudo-18e de bergers et namourés, avec leurs bergères effarouchées. Ce soir, justement, des travaux d'aménagement s'annoncent chez mon voisin. Je vois une personne entrer chez l'antiquaire, et elle me trouble. D'assez haute taille, une longue chevelure blonde tombant sur sa chute de rein, elle porte une robe très courte, un manteau noir à peine plus long, et sur ses belles jambes un peu charnues, un nylon fin de nuances claires. Et je vois nettement de chez moi que son parapet très fourni est moulé dans un chemisier de soie et une sorte de caraco très serré. Elle me fait irrésistiblement penser à cette Marie-Antoinette que les Français disaient abhorrer et qu'en réalité, ils désiraient comme des fous. De ma chambre à coucher, je peux voir tout ce qui se passe chez l'antiquaire de chez Schmitt en face. La beauté de la créature en question m'a fait bondir. Je vais donc chercher mes jumelles dans ma grande armoire, cette armoire que j'appelle, je ne sais pas pourquoi, Mouti, ma mère. Je vois cette femme d'une saisissante plénitude entrer rapidement, accueillie par l'antiquaire un peu vieilli. Et à l'autre bout de l'appartement, dans cette sorte de boudoir qui succède au grand salon, l'homme prend place sur un sofa, tandis qu'elle s'agenouille devant lui. L'antiquaire se déshabille. Je ne vois bientôt plus que ses chevilles dénudées, la longue chevelure de la dame entre ses jambes et un mouvement nautique de tangage qui les balance. Et puis, un peu plus tard, les hanches rondes et royalement vastes posées à hauteur de ses genoux. La scène me fascine et je me transforme à l'instant en clocher d'acier. Le balancement de ses hanches, vigoureux, régulier et fervent, m'hypnotise. Mais bientôt, un petit mouvement détourne mon regard vers l'entrée de la vieille maison. Un homme en noir apparaît.
Et puis, il reste planté au milieu du couloir. Il a vu la scène. Et bientôt, je m'aperçois grâce à mes jumelles que sa main droite disparaît, et c'est comme s'il enfonçait devant lui, avec grande force, un gros clou dans le mur du corridor. Le pantalon de son complet a d'ailleurs fui sa taille et s'est transformé en accordéon sur ses genoux. Sa tête chavire à certains moments en arrière, sur sa nuque. Pauvre homme, je compatis avec ce besogneux tâcheron, contraint de manier un clou aussi gros. Marie-Antoinette et l'antiquaire changent bientôt de position. Pour ce que je peux distinguer entre les deux parties du rideau à demi ouvert qui signale le début de la pièce, Madame se trouve maintenant à quatre pattes sur le sofa trop étroit. L'homme se met à rechercher sur sa croupe la poussière qui, semble-t-il, s'est posée là. Pour mieux la retrouver, il pousse en avant les fesses superbes de sa rainette en les maintenant solidement avec ses pognes agrippées. L'homme, en complet sombre du couloir, par esprit d'entraide et souci de propreté, se met à astiquer la vaisselle. Je le distingue assez bien. Elle semble bien peu nette, cette vaisselle, puisque l'aimable visiteur y consacre une énergie impressionnante, à tel point que l'accordéon de son pantalon se révèle être un bandoneon et qu'il tombe encore un peu plus bas. À nouveau, un léger mouvement à l'entrée. À côté de la porte, un couple actionne la vieille sonnette, constate qu'elle ne fonctionne pas et décide donc d'entrer sans discrétion. La femme porte des talons hauts, mais ils s'arrêtent net. Ils aperçoivent d'abord, à ce que je vois, tout juste devant eux, l'homme au complet gris qui astique le chandelier XVIIIe siècle, puis le commerçant de vieillerie qui pétrit très fort la croupe parabolique et très pleine de Marie-Antoinette pour mieux trouver la vilaine poussière tombée sur sa chute de rein. Le couple reste planté là, assez longtemps, puis l'homme vérifie dans les poches de son habit, très grande et très majestueuse, si elle a bien emmené de la petite monnaie pour les mendiants musiciens de l'allée. La monnaie, il ne la trouve pas. Il plonge donc ses mains sous sa jupette beaucoup trop courte et trop serrée, et il examine si les piécettes n'ont pas glissé, ailleurs, quelque part sous l'étoffe. Bernique. Et elle ne se trouve pas non plus sous sa culotte translucide, ni plus haut, sous le satin, qui à la fois dissimule et révèle les jolis boutons de rose de ses vastes fruits bombés. Pour faciliter la recherche de l'homme, la déesse Callipyge en jupette se retourne, ce qui permet à son ami de sentir son corps tout entier sur lui, sans qu'il ait besoin de l'entreprendre avec trop de méticulosité. Pour occuper moins d'espace, ils se collent l'un à l'autre, et par souci d'économie, ils aspirent chacun les lèvres de l'autre. Bientôt, ils ne font plus qu'un, debout tous deux, et par charité chrétienne, ou peut-être par solidarité prolétarienne, ils adoptent gentiment le rythme de tangage des premiers, l'antiquaire et l'Antoinette au sein tendu vers un avenir prometteur. Moi-même, je commence à manquer d'air. Mon clocher d'acier est menacé d'une implosion à la dynamite qui le ferait éclater en une myriade d'étoiles à travers l'espace. Antoinette s'est allongée sur le dos, et l'antiquaire ajuste quelque chose dans son ventre avec une perceuse ou un pilon, je ne vois pas bien quoi, même en clignant des yeux. L'homme campé devant eux, dissimulé devant le rideau, perd son précieux pantalon de flanelle et s'agenouille pour mieux vérifier si le chandelier de porcelaine, après de tels frottements, commence à luire dans la pénombre ou non. Et devant eux trois apparaissent des formes très arrondies et d'un rose presque fluorescent, et sur elles, les doigts musclés de l'homme. Ses jambes ont entouré la femme et il continue de rechercher au moyen de tout son corps où, Potzblitz dans normal, la fichue petite monnaie a bien pu disparaître. Et c'est à ce moment qu'une petite madamette arrive devant la boutique. Elle s'y arrête assez longuement. Elle est vêtue, elle, d'une petite jupe plissée, bref comme un jour pané, qui moule très joliment ses hanches replètes et mutines. Par en dessous, entre les rideaux, je distingue les motifs érectiles d'un nylon ambré. Et par au-dessus, son buste adorable menace l'intégrité d'un chandail de laine mauve très fin. Ses avant-postes exposent des détails d'une fascinante beauté.
La petite madamette décrit des mouvements étroits, pudiques et gracieux, un peu maniérés. Une danseuse? Une ancienne danseuse? Elle reste d'abord un peu interdite. Pas de sonnette? Que vais-je faire? Se demande-t-elle. Pas de poignée ornée d'un portrait de Wilhelm Pieck? Je la vois sur le point de s'en retourner. Mais elle se décide à pousser le vieux montant vermoulu qui menace de s'échapper de son linteau. Et elle entre. Elle aperçoit d'abord le couple, avec la femme aux hanches de déesse maritime qui a perdu sa monnaie, puis le bandonnéeux en train de prier à genoux, puis l'antiquaire cloueur de trophées, son blason charnu perdu dans sa chevelure magdaléenne, et la petite dame à la courte chevelure frisée qui vient d'entrer, se dissimule alors de justesse, derrière le mur qui fait immédiatement face à l'entrée. Je la vois très nettement de profil. Elle ouvre la bouche, elle halète très fort. Je vois sa belle poitrine qui monte et descend de plus en plus vite. Puis elle me tourne le dos et se penche en avant pour mieux examiner l'état du crépi du mur devant elle. Et sa jupette remonte très haut, très très haut. Je vois bien sa main qui se place devant elle. Et puis elle commence à observer le mur sur un rythme de plus en plus saccadé, toujours plus cambré vers l'avant, au point que son triangle de soie apparaît tout entier, sous le nylon, devant les lentilles de mes jumelles et devant mes yeux exorbités. Rude journée. Je vérifie, par charité, si tout se passe bien, si personne n'a besoin de mon aide. Tout semble bien se passer. L'antiquaire redouble de vigueur en maniant son vilebrequin. La bouche de Marie-Antoinette est béante, sa langue tendue et ses yeux révulsés comme ceux de Thérèse d'Avila sur les statues. Le frotteur de bougeoir, à force de labeur, réussit à débarrasser celui de l'antiquaire de quelques-unes de ses rouillures. L'ami de la géante Callipyge se persuade, lui, de plus en plus fort qu'à force de sondage, il retrouvera les piécettes perdues sous les vêtements distendus et les bas filets de la géante Callipyge. Et la petite madamette frisée à la jupette plissée parvient à donner au crépi du vieux mur délabré un lustre de plus en plus conforme à sa prétention de crépi d'une jeune boutique d'antiquaire. Je me penche avec mes jumelles encore un peu plus, toujours plus, pour évaluer encore mieux ces opiniâtres et acharnés travaux domestiques chez mon quinquagénaire de voisin. Au lieu de se concentrer sur le but poursuivi, tous, ils se mettent, allez savoir pourquoi, à imiter la manière de procéder de leurs collaborateurs et à adopter leur rythme. C'est tout à fait aberrant. Pourquoi? J'essaye de comprendre et je me penche encore un peu plus, l'œil flamboyant de fatigue. Et je tombe en avant avec un grand bruit de verre. Je traverse la vitre et je tombe, je tombe, je tombe. Mes mains toujours crispées sur mes jumelles, ma robe de chambre sanglée sur ma bedaine, mon clocher d'acier encore dressé, et mes pantoufles s'envolent. Je tombe, et je pousse un grand cri qui déchire le ciel de cette heure du loup berlinoise. Je tombe sur une plaque commémorative à Wilhelm Pieck et Otto Grotewohl réunis dans un même appel à l'adoration socialiste. Un grand choc. Et après, je ne sais plus.